Après le verdict de culpabilité de Derek Chauvin, l'Amérique soulagée, mais les choses vont-elles cette fois vraiment changer? Entretien avec Marilyn Séfocle, professeure à l'Université Howard de Washington. COVID-19, si l'accent a été mis sur les dommages physiques de la pandémie, ses conséquences mentales ont été souvent minimisées. Éclairage du docteur Frédéric Roche, psychiatre. Réchauffement climatique, Joe Biden veut réduire les émissions de carbone de 52% d'ici la fin de la décennie. Est-ce un objectif réalisable et le monde suivra-t-il? Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine en compagnie de René Lec, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield en Californie, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain et nos invités du jour. L'Amérique a poussé un grand soupir de soulagement à l'annonce du verdict de culpabilité de Derek Chauvin, le policier responsable de la mort de George Floyd. Un acquittement ou un non-lieu aurait déclenché de nouvelles manifestations qui auraient pu être violentes. La joie a donc remplacé la colère. Nous avons avec nous Marilyn Séfocle, professeure à l'historique Université Howard de Washington, qui a compté, entre autres, parmi ses étudiants célèbres, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Marilyn, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous dire d'abord comment vous avez réagi à l'annonce du verdict? Eh bien, c'était vraiment un soupir de soulagement que j'ai poussé parce qu'il s'agissait avant tout d'une question de justice. Il fallait absolument que ce verdict soit rendu. Pas seulement pour apaiser les gens, pas seulement pour apaiser le monde entier, parce que le monde entier attendait ce verdict, mais aussi pour que l'Amérique commence à tourner une page. Je ne dis pas tourne une page, mais commence à tourner une page. Et commence à rendre justice. Il ne s'agissait pas seulement là de George Floyd, il s'agissait aussi de nombre vraiment considérable de Noirs américains, de personnes de couleur qui sont morts aux mains de la justice, de personnes non armées, il faut insister là-dessus, de personnes non armées qui sont mortes de la sorte. Donc, le verdict de George Floyd, c'est en fait un verdict symbolique, pas seulement pour George Floyd, mais aussi pour cette multitude de personnes qui sont mortes dans des circonstances similaires. Quelle a été la réaction de vos étudiants? Ils sont tous jeunes, bien sûr, et c'est malheureusement la catégorie qui a été la plus affectée par ce genre d'incident. Pour eux, c'était similaire. Il s'agissait de pousser un soupir de soulagement. Il ne s'agit pas vraiment d'une énorme joie, d'une satisfaction extraordinaire. Non. Les jeunes, maintenant, ils savent mettre les choses en perspective. Ils comprennent très bien qu'il ne s'agit pas là d'une fin en soi, mais d'un début de justice. Pourquoi? Parce que le gros du travail reste à faire. Le gros du travail, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est surtout le changement des mentalités. Et ce changement des mentalités ne peut venir que des personnes qui ont elles-mêmes le type de mentalité que Chauvin a montré. C'est-à-dire une mentalité qui pense que la vie du noir ne vaut pas cher. Et c'est là qu'il faut vraiment changer les mentalités. Et ce changement sera fait avec l'éducation, par le biais de l'éducation, par le biais des rencontres aussi entre les différents groupes, les différentes communautés,
par des changements aussi opérés au sein même de la police, qui devra éduquer davantage ces policiers. Donc, il y a vraiment là tout un changement à faire. Donc, je note une grosse différence entre l'explosion de joie qu'il y avait de la part des étudiants quand il y a des années de cela, dans les années, il y a plus de 20 ans de ça d'ailleurs, quand O.J. a été acquitté. Et là, il y a, si vous voulez, une certaine... ils sont plus sobres dans leur soupir de soulagement. Ils sont beaucoup plus retenus, contenus. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien qu'il s'agit là de points d'inflexion, si vous voulez, et non pas d'une fin en soi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'a écrit l'un des frères de George Floyd. Ce verdict est important, dit-il, peut-être même historique, mais seul le temps dira s'il marque le début de quelque chose qui changera réellement l'Amérique et l'expérience des Noirs américains. René, vous avez des questions à poser à Marilyn? Oui, écoutez, bon, moi je crois qu'en tant qu'enseignante, c'était intéressant d'avoir sa réaction par rapport aux commentaires des différents étudiants. J'ai trouvé intéressant ce qu'elle dit par rapport aux réactions des différentes générations. Bon, vous avez fait référence à celle d'O.J. Bon, O.J. c'était quand même relativement un fait divers, mais peut-être plus loin dans les années 90, c'était plutôt Rodney King qui était peut-être voilà, quelque chose d'un peu similaire. Heureusement, le verdict n'a pas été celui qu'il a été pour l'affaire King à Los Angeles à l'époque, parce qu'ici même, on le disait, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, qu'on ne pouvait même pas s'imaginer dans quel état le pays aurait été si le verdict était allé dans l'autre direction. Mais je crois que, bon, effectivement, d'un point de vue historique, c'est fort intéressant ce qui se passe là, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un verdict absolument historique. C'est la première fois que les Noirs, les minorités ont le sentiment que quelque part leur vie a du sens, leur vie est reconnue par le système judiciaire, par le système policier, et qu'au fond, un policier qui s'en prend à un noir aujourd'hui peut être condamné. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est fort intéressant. Donc, je laisse plutôt peut-être Herman ou Denis peut-être poser une question directement à Marilyn. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je serais intéressé d'avoir l'opinion de Denis en tant qu'avocat. Est-ce que vous avez été surpris par la rapidité avec laquelle le jury a rendu son verdict? Non, pas vraiment, puisqu'on sait très bien, pendant mes années de procureur, aussi avocat de la défense, quand le jury revient tout de suite, après quelques heures, moins d'une journée, c'est à peu près 100% sûr que c'est coupable. Et il y avait vraiment les évidences, les preuves étaient fantastiques. Les procureurs, ils ont fait un très, très bon boulot. Et je n'attendais pas not guilty, acquitté, non, pas du tout. Et vous, Herman, comment avez-vous réagi à l'annonce du verdict et pouvez-vous nous dire, en tant que diplomate, l'effet que ça peut avoir sur le reste du monde, étant donné que, comme le rappelait Marilyn, cette affaire a été suivie à travers toute la planète? Oui, comme je suis spécialiste dans les affaires africaines, j'ai bien suivi les commentaires venant des différentes télévisions, radios africaines. Et c'est vrai, ils ont bien suivi ça. Et ils étaient très contents de voir que c'était possible pour un Afro-Américain d'avoir la justice, finalement. Surtout avec la police. Parce que c'est bien connu que la police est jamais condamnée. Presque jamais condamnée. Et une autre chose étonnante, c'est que les témoins contre cet officier de police étaient surtout des camarades de police, n'est-ce pas? Donc, en principe, je crois que j'ai vu les Africains étaient très soulagés par ce résultat.
Arlene, il est tout de même décourageant de voir que juste quelques heures après le verdict, un policier de Columbus, dans l'Ohio, tirait mortellement sur une jeune fille noire de 16 ans. Oui, mais elle est poignardée quelqu'un. Alors là, les policiers qui ont la gâchette facile, peut-être que là, l'autre exemple, c'est surtout celui du jeune de Minneapolis, Dante West, voilà, qui est mort, Dante Wright, qui est mort. Dante Wright, sorry. Dante Wright, qui est mort. Justement tué par la police parce que la policière s'était trompée entre le taser et son arme à feu. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte historique. Dans le contexte historique, les tout premiers policiers aux États-Unis, en fait, c'était ceux qui patrouillaient les plantations dans le sud. Ils patrouillaient les plantations dans le sud. Après l'abolition de l'esclavage, il y a eu, si vous voulez, des organismes comme le Ku Klux Klan qui se sont érigés en tant que policiers. Et par la suite, il y a eu donc une véritable police. Et quand on examine les unités de police dans beaucoup d'États, 75% de ces unités de police dans certains États, c'était le cas de l'Oklahoma, par exemple, dans les années 1920, faisaient partie du Ku Klux Klan. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de policiers qui font partie des groupes d'extrême droite. Mais il y a toujours parmi les policiers cette faction qui est ou d'extrême droite ou alors qui a quitté l'Afghanistan et a l'impression d'être encore sur un terrain de bataille. Mais il en demeure pas moins que la vie du noir, depuis l'esclavage, depuis, si vous voulez, la fondation de ce pays, la vie du noir a toujours paru comme étant quelque chose de peu cher, quelque chose dont on peut abuser, que l'on peut utiliser à volonté. On peut vraiment faire du noir un peu ce qu'on veut. C'est ça. La mentalité à l'origine dans la police. Et cette mentalité a perduré, malheureusement. Donc, si vous voulez, il y a eu beaucoup d'immigration, de flux migratoires. Et au cours de ces flux migratoires, par exemple, les Polonais étant arrivés aux États-Unis après les Irlandais, eh bien, c'était les Irlandais qui patrouillaient les quartiers habités surtout par les Polonais et les Italiens. Et ensuite, tout ce monde-là, Polonais, Italien, est devenu blanc. Donc cette blanchitude, si vous voulez, s'est mise en porte-à-faux avec la population noire. Et la population noire a continué au fil des ans, au fil des décennies, au fil des siècles, à être toujours la population livrée en pâture et la population qui n'est jamais considérée comme étant des êtres humains à part entière. Oui, en tout cas, le président Biden semble bien décidé à ce que les choses changent et le ministre de la Justice a annoncé une enquête sur les pratiques de la police de Minneapolis. Il faut tout de même dire que tous les policiers ne sont pas mauvais et c'est d'ailleurs l'un des points qui a été souligné par l'accusation en disant ça n'est pas la police qui est en jugement, mais Derek Chauvin pour ce qu'il a fait, qui était de toute évidence, avec ce qu'on a pu voir sur les vidéos, absolument coupable d'une pratique totalement inhumaine. Marilyn, merci de votre éclairage, de vos explications et nous espérons vous revoir prochainement dans Point USA. Marilyn Seyfocle, professeure à l'Université Howard de Washington. Dans un instant, les conséquences psychologiques du COVID-19 pourraient-elles avoir un effet plus durable que la pandémie elle-même? Discussion avec un psychiatre. Alors, restez avec nous. COVID-19, de bonnes et de mauvaises nouvelles aux États-Unis. Les bonnes, c'est qu'en dépit de la pause temporaire des vaccinations de Johnson & Johnson, plus de la moitié de la population adulte a maintenant reçu au moins une dose. De plus, les jeunes, à partir de 16 ans, vont commencer à être vaccinés.
Les mauvaises, c'est qu'en dépit de l'accélération des inoculations, il y a un rebond de cas dans près de 40 États et qu'un trop grand nombre d'Américains refusent de se faire vacciner. Si l'on a beaucoup parlé des dégâts physiques de la pandémie, on a souvent négligé les conséquences psychologiques. Or, elles sont loin d'être négligeables, car leur effet peut être encore plus durable que la pandémie. Pour en parler, nous avons avec nous le docteur Frédéric Roche, fondateur et président de Daphné. Alors, docteur, qu'est-ce qui se cache derrière ce joli prénom féminin d'une grande figure de la mythologie grecque? Alors déjà, merci de m'inviter parmi vous. Alors effectivement, c'est une très jolie nymphe dont Apollon était amoureux, mais il n'avait pas le retour de cet amour. Alors Daphné, en fait, c'est venu que quand on est en situation de stress, eh ben, on a une tendance à avoir une régression infantile, donc redevenir un peu enfant, et donc s'exprimer dans sa langue maternelle, parce que c'est quand même plus facile de pouvoir exprimer ses émotions dans cette langue. Alors, l'idée est venue que je me dis que les individus qui se trouvent à l'étranger, qui sont soumis au stress, pourquoi pas ne leur proposer en fait de pouvoir s'exprimer dans leur langue. Voilà un peu comment est venue l'idée de Daphné. Alors après le nom, pour revenir dessus, il fallait un nom féminin porteur de cet amour maternel. Ensuite, un nom qui puisse se prononcer à peu près de la même manière dans différentes langues, et je crois qu'on y est arrivé avec Daphné. Et puis le troisième, c'est qu'il fallait que ça fasse un acronyme. Alors, en partie réussi, le pari. En français, ça marche. En anglais, c'est pas tout à fait parfait. Mais bon, l'acronyme, c'est Dispositif d'assistance psychologique et humain pour les nationaux à l'étranger. Voilà un petit peu l'idée de Daphné. Quand vous dites nationaux, Frédéric, c'est exclusivement pour les Français ou pour d'autres nationalités? Alors, non. On a commencé par les Français parce que les francophones, je dirais que c'est beaucoup plus large, c'est parce que c'était plus facile de commencer. Non, l'idée, c'est qu'on aimerait pouvoir le développer sur d'autres langues et d'autres situations, parce qu'effectivement, actuellement, on s'est centralisé sur des questions d'événements majeurs, qui soient naturels ou non, donc ce qui inclut ça va de l'ouragan jusqu'à la tuerie, hélas. Et on aimerait aussi élargir cela au niveau d'autres situations, notamment les migrants. Qui est important parce qu'effectivement, c'est aussi important de pouvoir les soutenir, les accompagner dans ça. Parce que la mission de Daphné, c'est surtout accompagnement, orientation et soutien. Voilà, ça, c'est un peu les missions. Et voilà, en gros, les grandes lignes de… Et vous êtes basé où, ça ? Alors, pour l'instant, on est sur Washington. On a essayé de faire les États-Unis. Et l'idée, après, c'est d'expandre en fait, le modèle, en fait, aller dans d'autres pays. Intéressant. Est-ce que vous avez eu à traiter des patients qui ont souffert psychologiquement de la pandémie? Alors, je dirais non, pas pour l'instant. Alors, on a surtout été occupés. Je dirais une seule fois, on a eu peut-être, c'était des passagers d'un paquebot en Floride, tout au début de la pandémie, qui avaient été bloqués en quarantaine, et que, bon, ils étaient surtout inquiets de savoir, finalement, est-ce qu'ils pourraient descendre du bateau, est-ce qu'ils pourraient rentrer. Donc, mais non, je pense que la majorité des gens actuellement sont plus préoccupés par des choses très matérielles. Alors, aux États-Unis, ce que j'ai pu constater, et peut-être que vous avez constaté, c'est surtout est-ce que je peux rentrer en Europe, est-ce que je peux revenir aux États-Unis, est-ce que je peux trouver un test PCR. Je dirais, je ne suis pas très surpris de cette réaction pour l'instant, parce que c'est une façon de maîtriser, je dirais, cette angoisse de mort que la pandémie a apportée. En fait, en focalisant sur quelque chose de matériel, on ne pense pas à la mort. Ça, c'est un point. Mais par contre, mon inquiétude, c'est surtout par la suite. Je pense que le risque psychologique et les situations risquent de s'aggraver, c'est qu'en fait, le Covid-19 ne sera plus un danger pour l'humanité, en fait. C'est là on n'est pas encore, pour ma part. Ouais, Claude, si vous permettez rapidement. Docteur Roche, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous… est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de double réaction pour l'étranger, qu'il soit francophone ou autre? Est-ce que justement la pandémie, où l'une des plus grandes angoisses, il me semble, c'est un peu celle de l'isolement,
hein, le fait que l'on puisse se retrouver en isolement physique, que ce soit pour les célibataires comme en isolement collectif, hein, ça peut être pour un couple, pour une famille, et il y aurait une sorte de double isolement, puisqu'il y a l'isolement dans l'espace physique dans lequel on est, le pays, là, ici aux États-Unis, et celui qui est en plus de ça en isolement par rapport à son pays d'origine ou par rapport au pays où il voyage, qu'il fréquente régulièrement, parce que justement, il ne peut pas y aller. Est-ce qu'il y a cette problématique du double isolement? Alors, je dirais que oui et non. En fait, le problème de l'isolement, alors il peut être amplifié peut-être parce qu'on était aux États-Unis à distance, mais je pense que le problème de cet isolement, qui est lié en fait surtout en plus à des décisions de politique, hein, de prévention, en fait, et surtout un catalyseur, un révélateur de souffrances psychologiques pour certains qui étaient déjà sous-jacentes, et ça a juste été l'émergence, et aussi un isolement qui, en fait, c'est un isolement, et je pense plus aux décisions politiques, qui a été générateur de culpabilité, en fait, finalement. Par exemple, ne pas pouvoir accompagner ses proches dans les derniers instants. En fait, on a imposé une culpabilité aux gens, en fait, dans ça. Le fait alors, dans ce cas-là, d'être bloqué dans un pays et de ne pas pouvoir rentrer dans son pays pour accompagner quelqu'un, c'est pareil. On a imposé une sorte de culpabilité encore dans ce sens. Donc, voilà, c'est plus dans ces notions-là qui sont inquiétantes. Et pourquoi je dis que les choses n'explosent pas actuellement sur le plan psychologique? Parce qu'on est encore dans une sorte de mode de survie. On essaie de se protéger de ce virus qui apporte la mort. Et puis, bon, finalement, il y a aussi ce point qui est un point qu'on n'a pas trop discuté, ou je n'ai pas entendu, c'est que ce qui est difficile à gérer sur le plan psychologique, et je pense qu'on ne veut pas le voir, c'est qu'on a pu être aussi le vecteur de la mort d'un de ses proches, en transportant le virus, en contaminant quelqu'un de proche qui est décédé, mais finalement, on est porteur de la mort. Et ça c'est quelque chose qu'on n'en parle pas, et ça, il va falloir le gérer après. Denis, vous avez une question pour le docteur Roche? Non, c'est très, très clair. Heureusement, moi et ma femme, on a eu nos deux piqûres et on est content. Comment expliquez-vous le comportement de ceux qui refusent d'être vaccinés? Je dirais qu'au niveau des États-Unis, je crois, le problème, c'est qu'il y a une politisation très importante autour du virus. Et je pense que la non-cohérence ou l'ambiguïté du discours des politiques ou le clivage qui a régné. Je pense, par exemple, vous me parlez du vaccin, mais ça a commencé avec un discours qui était tout au début de la pandémie, je parle aux USA en particulier, qui était de décrédibiliser les scientifiques. En fait, c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est par la suite ce discours de politisation du port du masque. Le masque est devenu un acte politique. Je le porte ou je ne le porte pas, ça détermine mon appartenance. Et en fait, l'idée du masque était juste un geste de santé publique, de protection. Et bien en fait, finalement, le vaccin, finalement, si je suis du côté de considérer que c'était une grippette et que ce n'était pas grand-chose, alors pourquoi me vacciner? Je n'ai pas besoin, je refuse ou je suis de l'autre côté et je considère que le vaccin, c'est important. Et je pense qu'il y a ce problème d'une forte politisation au niveau des États-Unis. Malgré tout, je dirais qu'il y a aussi un autre problème, mais là, beaucoup plus général. Je pense que les politiques ont un discours qui n'était pas cohérent. Du fait qu'il n'est pas cohérent, il n'a pas été rassurant pour la population. Je veux dire, parce que le port du masque, effectivement, je disais, aux États-Unis, c'était un acte politique. En France, je prendrai la France, on vous dit que ce n'est pas important au début, puis après, on vous dit que c'est important. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit ne le portez pas, ce n'est pas grave si vous n'en avez pas, et après, oui, il faut le porter, c'est grave. Vous voyez, et donc, le discours est tellement incohérent, comment voulez-vous que les gens puissent être rassurés par des gens, normalement, qui doivent s'occuper d'eux, qui une sorte, si je peux me permettre, à rentrer un petit peu dans la psychologie, qui ont une fonction paternante, une fonction de gardien, de protecteur. Et finalement, ils sont totalement inconsistants, je veux dire, d'une certaine manière.
Oui, je voulais juste demander pour rebondir sur ce point-là. Est-ce que vous avez, en dehors de cette question politique, est-ce que vous avez eu l'impression, quand vous analysez, même si vous comparez, même si on prend comme comparaison un seul pays, la France, si vous avez d'autres pays en comparaison, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans l'attitude par rapport à une dimension culturelle? Est-ce que vous pensez que, de manière générale, l'Américain, de manière générale, on schématise, hein, quand on schématise, on est toujours un peu dans l'ultra-simplification, mais l'Américain, de manière générale, est positif, avenant, etc. Est-ce que vous pensez que cette attitude a été plus impactée, pour utiliser un mot qui ne soit pas du français, par rapport au virus et à la pandémie, un peu plus que ça n'a été le cas en France, par exemple? Est-ce que les réactions culturelles ont été différentes selon vous? Ou même peut-être même par rapport même à l'espace américain, est-ce que même par rapport à votre expérience aux États-Unis, est-ce que vous pensez que culturellement, les gens ont réagi un peu de manière différente? Je dirais que je pense qu'il y a. Alors, peut-être que la culture américaine et la culture européenne est assez proche. C'est une culture quand même, alors, si on parle de l'Europe du Sud, une culture de contact. Donc, je pense qu'il y a le contact, aux États-Unis, on a le hug et tout ça. Donc, tout ça, ce qui a impacté. Alors, après, je pense qu'il y a d'autres cultures où le contact, par exemple, je pense par exemple à la culture japonaise, où le contact est moins, peut-être avoir des. Je ne me connais pas suffisamment sur la culture japonaise, mais je pense que l'impact est un peu différent. Mais la pandémie, ce que ça a apporté, ça en fait a perturbé totalement nos repères sociaux, en fait. Et en fait, le côté positif, je dirais, de la pandémie, c'est que ça nous demande de repenser nos repères, nos codes sociaux, nous demande de repenser notre rapport au temps. Et je dirais que c'est ça qui est important. Et donc, effectivement, ça a eu des conséquences dans notre fonctionnement. Ça nécessite des changements. Mais on a cette chance de pouvoir les faire éventuellement. Et il y a des choses qui sont fantastiques. Par exemple, là, je regarde, c'est que, par exemple, on vous demande de garder de la distance, mais en même temps d'avoir de la solidarité. Et finalement, c'est un peu antinomique. On vous demande d'être distant, mais en même temps d'être solidaire. Eh bien, écoutez, moi j'ai vu quelque chose, et ça me prouve que l'humain a une résilience qui est fondamentale, qui est géniale, si vous voulez. J'étais dans un magasin, je ne citerai pas le magasin parce que je ne vais pas faire de la publicité, mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu plein de gens avec alors peut-être que vous l'avez vu aussi, avec des grandes cartes, avec des cartons différents dedans, et avec des noms, et en fait, ils font les courses pour différentes personnes. Alors finalement, ils sont arrivés à mettre de la distance, à mettre ces gens-là qui étaient peut-être vulnérables à distance de l'extérieur pour ne pas être contaminés, tout en maintenant ce côté solidaire en faisant les courses pour eux. Et voilà, donc je veux dire que ça nous fait des changements, et en fait, on a une capacité de résilience qui nous permet en fait de pouvoir rebondir. Et la chance que l'on a, alors peut-être qu'on peut voir qu'il y a du chaos par la pandémie, mais ce chaos va générer quelque chose de nouveau, et un ordre qui va être génial. Je veux dire, l'humanité, je dirais l'univers a commencé par le chaos. Merci, Dr Roche, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de Daphné aux États-Unis. Revenez nous voir. Merci. Dans un instant, une réduction de 52% des gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est l'objectif du président Biden à l'occasion du Jour de la Terre. Le 22 avril est devenu traditionnellement, depuis 1970, le Jour de la Terre, une grande fête écologique accompagnée de multiples événements qui soutiennent la protection de l'environnement. Cette année, le président Biden a organisé un grand sommet virtuel d'une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement. Il y a péril en la demeure, a-t-il souligné. 2020 a été l'une des années les plus chaudes dans l'histoire. Le réchauffement climatique est indéniable, même si certains climato-sceptiques le contestent. Négligé par l'administration Trump, Joe Biden souhaite donc voir les États-Unis reprendre leur leadership en matière d'environnement.
À cet effet, il vient de proposer que les États-Unis, qui sont l'un des principaux pollueurs avec la Chine et l'Inde, réduisent d'ici 2030 leurs émissions de carbone de 52% de ce qu'elles étaient en 2005, soit le double de l'objectif fixé par Barack Obama, qui était de 25 à 28%. Cela vous paraît-il, et je m'adresse à vous tous, tous les trois, un objectif réalisable? Je ne pense pas. Ici, à Bakersfield, c'est le pétrole, hein, ça c'est le moteur de notre économie. Et à mon avis, on est en train de voir une guerre d'idéologie sur le bon sens. Et les idéologues, pareil, maintenant, gagner cette guerre et tout le pays, on va vraiment perdre. Ils ne pensent même pas au nucléaire, atomique. Hein? Ça marche, c'est efficace, ça ne pollue pas. Non, il ne veut pas ça. Donc, un de ces jours, si, par exemple, il y a, comme on a vu, il y a plusieurs années, un volcan qui a diminué le soleil du monde entier. Donc, quel effet sur le solaire, hein? Si on veut réduire au maximum l'utilisation du pétrole, ça va vraiment créer une catastrophe pour nous autres. Et donc, ici à Bakersfield, on a déjà perdu beaucoup de boulot. Et ça peut vraiment faire mal à l'économie américaine. Il y a des campagnes contre tout ça. C'est dangereux, à mon avis. Donc, vous pensez qu'il faut continuer comme ça? Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Tu ne peux pas dire dans 30 ans, plus de pétrole, plus de carbone, tout ça. Il faut que la science marche. C'est une décision scientifique si on peut le faire. Tu ne peux pas ordonner. Ah voilà, dans 20 ans, terminé. Non, ça ne va pas. Oui. Mais si l'on ne fait rien, c'est peut-être le monde qui sera terminé. On souligne tout de même que passer au solaire et aux autres énergies propres, cela va créer un nombre important d'emplois, des emplois bien payés. Solaire marche très bien quand il fait jour, mais il y a très peu de soleil la nuit. Oui, donc, on peut le mettre garder en storage, comme on dit ici. Impossible. Tu ne peux pas fabriquer tant de batteries comme ça. Ça ne marche pas. Il faut un équilibre. Vous faites partie des climato-sceptiques, alors. Non, pas du tout. Oui, il faut faire quelque chose. Oui, pour le monde. Mais tu ne peux pas dire, voilà, dans 20 ans, plus de pétrole. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous êtes contre l'intervention du gouvernement pour régler le problème? Je suis contre une décision idéologique qui n'est pas soutenue par la science. Bon. Je respecte votre point de vue. L'Afrique est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique et je sais que vous suivez cette affaire d'extrêmement près. Quelle est votre position sur le changement climatique et le réchauffement de la planète? Oui, le réchauffement commence à faire pas mal de problèmes en Afrique. Par exemple, dans le nord, où il y a le Sahara, le désert. Juste au sud, il y a des populations, des centaines de milliers de gens qui ont des bétails. Et maintenant que le désert commence à avancer vers le sud, il n'y a plus de pâturage. Donc, ces gens sont obligés de faire bouger leur bétail vers le sud. Et vers le sud, il y a d'autres paysans qui
qui cultivent la terre sont des gens sédentaires, et ça crée des problèmes, et même la violence de temps en temps. Aussi, dans le secteur méridional de l'Afrique, entre le sud du Congo vers l'Afrique du Sud, le céréal le plus important, c'est le maïs. Mais avec le réchauffement, les récoltes de maïs sont en train de baisser parce que les températures ne sont pas idéales pour cette cultivation. Et aussi, dans les îles Comores, par exemple, l'eau commence à monter. Donc, il y a certaines îles Comores qui sont déjà sous l'eau, n'est-ce pas? Donc, il y a pas mal de problèmes. Aussi, les Africains sont en train d'aggraver le problème. Dans le Congo démocratique, il y a la deuxième forêt tropicale du monde. Ça, c'est le Congo, le bassin du Congo, qui couvre 7 pays. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit des Chinois qui sont en train de couper les arbres. Et ce forêt est très important pour prendre le carbone de l'atmosphère. Ça avale le carbone. Donc, c'est très important pour la santé du monde. Donc, il faut trouver un moyen d'éviter de couper les arbres, soit dans l'Amazone et soit dans le Congo, n'est-ce pas? Donc, l'Afrique ne peut pas échapper au problème de réchauffement. René, vous avez un commentaire avant que nous nous séparions? Oui, mais écoutez, Claude, je crois que effectivement, comme Herman le montre très bien pour l'Afrique, et c'est valable pour l'Amérique, c'est valable pour l'Europe, le changement, c'est valable pour l'Asie, bien entendu, le changement climatique, le réchauffement de la planète est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Regardez, je vais souvent, je vais de temps en temps en Asie, quand vous êtes à Pékin. À certains moments, il y a même eu des cas, vous avez dû voir cela où vous voyez, où le reporter vous dit, écoutez, le mur blanc que vous voyez derrière moi, c'est un brouillard qui est à moins d'1 mètre derrière moi. On ne voit littéralement plus. C'est absolument irrespirable. Quand je vais à Lagos, dès du moment où je descends je sors de l'avion jusqu'au moment où je pars, je suis littéralement malade, j'ai les yeux qui coulent, je suis congestionné, la pollution est incroyable. Mon pays d'origine, le Sénégal, avant, j'adorais y aller parce que je respirais bien, tous les problèmes d'allergie que j'avais disparaissaient dès que j'y arrivais. Maintenant, les 2-3 dernières fois où je suis allé à Dakar, c'est absolument invivable. La pollution à Dakar est insupportable. Il y a la pollution à la fois, et pourtant on est au bord de la mer, mais maintenant la brise maritime est bloquée par la falaise et les constructions qu'il y a eu autour de la falaise. C'est devenu irrespirable. Bon, bien plus que moi, Denis connaît les effets néfastes que ça a en Californie, etc. Donc, c'est une situation absolument dramatique. Bon, je veux juste reprendre quand même Denis. Bon, je sais qu'il disait ça de manière un peu rhétorique, j'imagine. Mais bon, on ne parle pas de supprimer en 20 ans ou en 30 ans l'énergie fossile. On parle en 30 ans de diminuer, d'ici à 2030, de diminuer de moitié les émissions de carbone des États-Unis. Si on y arrive, ça serait fantastique. Et je suis d'accord avec vous, Claude, il y a énormément de possibilités d'emploi que cela crée et je crois que ça pourra compenser les pertes d'emploi dont parle Denis à juste titre. Oui, absolument. Et je pense que beaucoup du succès du plan de Joe Biden reposera sur l'adoption de son plan d'infrastructure, car une part de ce budget ira à l'énergie. Merci René, Denis, Herman, sans oublier notre producteur-réalisateur Serge Njemba. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions et adressez-les à frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.